Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Simone Wappler. La fabrique de pauvres, c'est votre dernier livre. C'est publié chez XL Éditions. On va parler du sous-titre après, comment ne pas vous faire prendre dans l'engrenage. Mais votre livre, Simone Wappler, me fait penser, La fabrique de pauvres, à cette petite phrase. Il avait reçu un prix, le prix de l'humour politique qui est décerné chaque année. Il y a quelques années, André Santini avait sorti une petite phrase en disant que les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent. Ça me fait penser un peu à cela, votre livre. Oui, c'est exactement ça d'ailleurs. En fait, c'est l'analyse, la fabrique de pauvres. Donc, ça fait un état de la pauvreté, des gens en difficulté en France. Souvent, on confond d'ailleurs pauvreté et inégalité, ce qui sont deux choses différentes. Et en fait, la conclusion, c'est que les politiques, ils aiment bien fabriquer des pauvres, parce que des pauvres, c'est des gens dépendants. Et quand on reste dans la dépendance, écoute, c'est parfait, parce qu'on distribue un peu d'argent ici et là, on achète les électeurs et tout va bien. Voilà. Et en fait, rien n'est fait pour sortir les gens de la pauvreté. Et c'est très cruel comme constat, mais tout est fait pour les maintenir dans la dépendance. Dans l'assistanat, et on aime les pauvres dépendants ou les riches quand ils sont dépendants de l'État. Alors oui, comme certaines grandes fortunes, groupe monopolistique finalement. Voilà. Oui, alors ça c'est le capitalisme de copinage. C'est effectivement, donc les riches qui vivent de rentes d'État sont bienvenus aussi. Eux aussi ils sont dépendants, eux aussi ils sont achetables et eux aussi sauront rendre l'ascenseur quand il le faut. Mais je pense qu'il y a aussi un concept qui est important dans la fabrique de pauvres. C'est celui d'insiders et d'outsiders. Je suis désolé d'employer des termes anglo-saxons, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rentes de situation font des forteresses qui sont imprenables pour les gens qui sont à l'extérieur. Ils ont l'impression de se heurter au mur, d'avoir à prendre d'assaut un donjon. Il y a des exemples très récents dans l'actualité. Alors, je pense par exemple aux taxis. Les taxis, donc il y a un groupe de gens qui ont acheté des monopoles. Et puis, il y a des capitalistes qui trouvent qu'il y a une opportunité, c'est le principe de Uber. Et puis, finalement, on va donner raison aux taxis, on va donner tort à Uber. En fait, qui est perdant, c'est le consommateur final. Lui, il ne trouve pas de taxi. Monopoles qui ont été constitués avec la complicité de l'État. Absolument. Qui a fermé les yeux sur cette affaire de revente des licences. Des licences et des plaques, absolument. Il y a d'autres pays où ça se passe très bien, où il n'y a aucun problème de taxi. Les gens, ils ont une plaque, ils payent une petite redevance annuelle, et puis les taxis qui veut, vous payez pour 2, 4 ou 6 places, et ça se passe très très bien. Votre livre contient une révélation. Simone Wappler, oui, un scoop, parce qu'en réalité, une révélation, pas tant que ça, parce qu'en réalité, tous ceux qui ont dit être initiés savent ce que vous écrivez, mais on ne le dit pas publiquement. C'est-à-dire que le bon peuple croit encore que l'homme politique va essayer de l'amener vers le progrès social, vers plus de richesse, la classe basse va aller vers la classe moyenne va aller un peu plus haut. Il y a encore 50 millions de personnes, quand ils vont aux urnes, qui s'imaginent qu'ils attendent cela du politique. Alors qu'en réalité, votre livre démontre, vous n'êtes pas une complotiste, Simone Wappler pourtant, mais qu'en réalité, l'intérêt des politiques, c'est que les pauvres restent encore pauvres. Alors l'intérêt des politiques, c'est effectivement que les pauvres restent encore pauvres, et c'est surtout d'avoir le plus de gens qui dépendent d'eux. Et en fait, un pauvre, c'est toujours quelqu'un qui est dépendant. D'ailleurs, même une fortune qui dépend d'un monopole d'État, c'est une situation précaire, entre parenthèses. Mais voilà, je pense que il y a de la pauvreté matérielle. Il n'y a pas de gens qui meurent de faim vraiment en France, heureusement. Il y a des inégalités en fait qui se rabotent parce que les riches partent, parce qu'il y a des minimums sociaux, mais il y a de plus en plus de gens qui se sentent exclus du système et en permanence condamnés à la dépendance et à la précarité aussi. C'est-à-dire qu'une fois, on peut être dans le système et puis dès qu'on est exclu, on trouve un autre monde en fait. Alors l'intérêt du politique est évidemment d'avoir cette clientèle captive à qui on peut distribuer des aides sociales.
et des avantages divers. Oui, c'est très facile, comme ça, on distribue des petits privilèges, alors des privilèges pour les riches, des privilèges pour les moins riches, des privilèges pour les nécessiteux, mais on va se nourrir de petits privilèges. En fait, on va acheter son électorat, rien n'a changé, hein. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on s'aperçoit que les modes de gouvernance dans des sociétés dites républicaines, dites démocratiques au XXIe siècle, sont proches de ceux du Moyen-Âge. Ils reposent sur deux socles, celui de l'assistanat, l'achat de privilèges, comme vous le dites, hein, l'achat d'aides, et sur la peur. Peur du terrorisme, peur, et on fait des lois, on dorlote les gens, c'est-à-dire l'État, papa, maman. Oui, alors la peur, ça c'est très important. Les deux modes de gouvernance. Ça permet de faire passer des lois liberticides en douce. C'est aussi un mode de gouvernement, d'asseoir son gouvernement. Alors effectivement, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre ceci, la lutte contre cela. Ça c'est très commode et puis ça permet de dépenser beaucoup d'argent aussi. Donc, qui dit qu'on brasse de l'argent, dit que pour les hommes politiques, c'est bien, en fait. L'importance d'un homme politique se jauge au montant qu'il brasse. Voilà. Alors, vous revenez évidemment sur, après tout ce système en France qui est cette machine à fabriquer des pauvres. Premier élément dans cette machine à fabriquer des pauvres, l'éducation nationale, et vous dénoncez évidemment l'indigence intellectuelle. Oui, alors ça, c'est un grand naufrage. C'est un grand naufrage. Mais quand on parle d'intégration du problème des banlieues, il y a une énorme part qui est quand même due à l'éducation nationale. Ces gens, enfin les gens qu'on accueille passent d'abord par le circuit éducation nationale. Donc, les médias et l'éducation nationale. Voilà, exactement. Donc, ils devraient pouvoir parler et s'exprimer comme tout le monde. Et à ce qu'au téléphone, on n'entende pas la différence. Je veux dire, pendant très longtemps, l'éducation nationale s'est attachée à éradiquer les patois, etc. en province, et on a réussi une intégration nationale. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas aujourd'hui. Oui. Et la raison, c'est en fait... je pense, le mammouth qui préfère le nivellement par le bas, qui préfère créer justement des gens qui n'auront aucun sens critique, qui vont être dépendants et bien préparés pour la suite. La victimisation, etc. Mais finalement, quand on lit ce livre, qui n'est pas un livre économique, hein, parce qu'on vous connaît, bien sûr, Simone Wappler, vous êtes journaliste économique, avant tout, mais ce livre, La fabrique de pauvres, et finalement me rappelle un peu un prolongement, par exemple, du suicide français, parce que vous débordez la question économique, vous allez vers des questions aussi de société, éducation nationale, etc., pour montrer en quelque sorte cette deuxième forme de suicide français, ce suicide économique. Oui, alors en fait, je pense que l'économie, c'est une invention. Ça n'existe pas. L'économie, c'est de la politique. Parce que soit vous avez la vie des entreprises, et ça c'est du bon sens, c'est de la gestion financière. L'économie, c'est de la diplomatie. Voilà. Quand vous allez acheter une voiture avec votre vendeur, vous avez une relation diplomatique en quelque sorte avec lui. Vous serrez. Voilà, oui, alors ça c'est de l'échange, c'est du commerce, c'est de l'échange, c'est du commerce, on est civilisé, c'est-à-dire qu'on échange sans la force. Hein, chacun est content si j'achète la voiture parce que j'ai envie de l'acheter. Le vendeur me la vend parce que c'est son boulot de la vendre. Donc, mais l'économie, en fait, telle qu'on l'entend maintenant avec les gros chiffres, le PIB, etc., c'est une invention politique, en fait. Et quand vous regardez, à chaque fois qu'on interroge un économiste, on se sent obligé de préciser s'il est de droite ou de gauche. Enfin, si vous allez consulter un médecin, vous ne lui demandez pas s'il est socialiste, s'il est UDR, enfin, je ne sais pas, ou au Parti républicain. Vous voyez, c'est un médecin. Les économistes, il faut qu'ils se définissent par rapport à la politique. Donc, ça vous montre bien que l'économie est une invention politique. C'est la gestion de l'argent public. Alors après, quand on dit politique économique, c'est-à-dire qu'on entend aider tel ou tel rouage de l'économie. Mais à partir du moment où on l'aide, on a une distorsion du capitalisme. Le capitalisme, c'est un mode de gestion qui marche à condition qu'on laisse les faillites se faire. Je veux dire, la sanction du capitalisme, c'est la faillite. À partir du moment où vous voulez sauver des choses,
faire du monde bourg, retarder le progrès, etc., vous arrivez à du grand n'importe quoi. Voir les exemples récents, Areva, alors le capitalisme de copinage, le capitalisme d'État, voilà. Alors il y a un point aussi, on nous parle souvent de ce mot, ça vous l'abordez pas dans votre livre, mais j'aimerais avoir votre sentiment. On dit en ce moment c'est la crise. Ça fait 30 ans qu'on emploie le mot crise. En réalité, on n'est pas en crise, le monde n'est pas en crise. C'est la France qui a un problème. Ah oui, alors effectivement, la France a un problème. Elle a un problème. Il y a la fiscalité, il y a la réglementation, l'excès des normes. Oui, alors on vit dans un système étouffant. En fait, en France, le secteur privé a perdu la main. Donc on vit dans une économie, pour reprendre le terme, où 58% du PIB, c'est-à-dire des dépenses du pays, viennent du secteur public. Donc on est dans un système collectiviste où le secteur privé, lui, a perdu la main. Donc avec tout ce que ça comporte dans le collectivisme, c'est-à-dire des ratios, des grands chiffres, des plans, un interventionnisme, des normes, qui alourdissent, qui grèvent, qui ficellent, qui ligotent et qui empêchent tout dynamisme. Comment sortir de ce système ? Êtes-vous optimiste ? Ah, alors ça, c'est une La raison d'optimisme serait la prise de conscience, le fait que, par exemple, des livres comme celui d'Agnès Verdier-Molinier, celui de Xavier Fontanet, celui comme le vôtre, on vous entend de plus en plus, vous êtes invité dans des émissions de télévision. Donc même si actuellement, peut-être qu'on ne ressent aucun relais de la part de la classe politique sur tous ces signaux qui sont envoyés, il y a au moins déjà des relais médiatiques et des relais dans l'opinion publique. Alors, c'est vrai qu'on sent un petit sursaut, en fait, en France, notamment sur l'initiative privée. Vous vous rendez compte, quand vous ouvrez les médias, que les gens attendent moins de l'État. Ils se rendent compte que finalement, ils paient beaucoup, ils n'ont pas grand-chose, et ils commencent à se dire, mais finalement, il faudrait que je me prenne en main, et l'État ne peut pas tout. Vous savez, c'était la fameuse phrase de je ne sais plus qui, d'ailleurs je crois un socialiste, Jospin, de mémoire. L'État ne peut pas tout, d'ailleurs, entre parenthèses, il s'est fait bananer à l'époque, en admettant sur son aile gauche. Sur son aile gauche, oui, absolument. Et là, les gens se rendent compte que l'État ne peut pas tout. Enfin, une économie, une dynamique, c'est d'abord des gens qui entreprennent, qui échangent librement, qui rencontrent le moins de contraintes possibles. Je pense que les gens commencent à s'interroger effectivement sur ces lois liberticides, soi-disant pour lutter contre le terrorisme ou ceci ou cela. Qui vont surtout servir pour les contrôles fiscaux. Voilà, exactement, oui, mais qu'il y a un sursaut. Alors, bon, la difficulté, c'est que, comme on l'a vu, comme la majeure partie de l'économie tourne avec le secteur public, c'est très difficile de reprendre la majorité, de reprendre la main. Tout serait différent si on en était, par exemple, à 45-55. Là, ça va être plus difficile. Mais ce n'est pas impossible. Bon, alors nos partis politiques sont très très sclérosés. Effectivement, on a des gens qui se nourrissent du système, qui n'ont surtout pas intérêt. À droite comme à gauche. Mais les étatistes de droite comme les étatistes de gauche, donc ce sont des fonctionnaires en fait élus, donc qui ont intérêt à ce que le système dure et perdure. Mais je pense qu'on peut être optimiste et qu'on voit effectivement un sursaut de volonté d'initiative et un constat de plus en plus flagrant d'échec de l'État dans beaucoup de domaines. Donc c'est une raison d'être optimiste. C'est une raison d'être optimiste en France en 2015. La fabrique de pauvres, on sait qu'il y a cette théorie économique qui avait été testée par Ronald Reagan, qui consistait... Quand on baisse les impôts et on baisse les taxes, les recettes fiscales sont supérieures quelques années plus tard ou quelques mois plus tard pour l'État. Ce qui est surprenant parce qu'en fait, il n'est pas tant que ça, puisque vous le savez aussi, mieux que moi, les gens travaillent plus, produisent plus, déclarent plus, donc forcément, en payant moins d'impôts, le chiffre généré est plus important et il donne plus de recettes à l'État, quand l'État baisse les charges.
J'ai évoqué cela avec des gens comme Éric Woerth, comme ministre du budget, etc. Tout le monde le sait et personne ne le fait. Il y a une sorte de peur à vouloir se lancer dans la baisse de la fiscalité. Alors, le problème, c'est que la France vit au-dessus de ses moyens. Donc, comme vous le dites justement, on baisse la fiscalité, mais les recettes viennent plus tard. Il faut laisser le temps. 2 ans. Voilà, il faut laisser le temps des belles plantes, si j'ose dire, de pousser. Et si vous baissez les impôts, eh bien vous baissez les recettes, mais tout de suite, maintenant. Or, ça fait 45 ans que la France dépense plus que ses recettes fiscales. Donc si aujourd'hui on a 4% de déficit, évidemment on a explosé les critères de Maastricht, finalement d'ailleurs entre la Grèce et la France, au jour d'aujourd'hui, en dehors du stock de dette, vous n'avez pas une énorme différence. Si on regarde les chiffres des économistes, encore une fois. En France, on a quand même un tout petit peu plus d'industrie qui nous reste qu'en Grèce. Mais donc, baisser les impôts aujourd'hui, c'est impossible, sauf à réduire tout de suite, immédiatement, de plus de 4% le budget de l'État. Et là, les ennuis commencent pour un homme politique élu, à qui vous allez donner moins d'argent. Et là, 4%, ça se voit. C'est pas une petite réduction budgétaire. Voilà. Surtout sur des gens qui ont des revenus aisés, on va dire, ils voient tout de suite. Et non, ou même dans dans tout ce qui est social. Je veux dire, un tiers du budget de l'État, ce sont des dépenses dites de redistribution qui achètent la paix sociale. Donc, baisser les impôts, c'était évident qu'il y en a trop, c'est évident que ça participe à l'initiative, au déclin de l'initiative privée et du secteur privé, et donc au déclin de la France, puisque on est à 58%, demain on sera à 59, 60, et puis après, on sera complètement collectiviste, avec les succès que ça implique, voir Cuba, voir la Corée. La vraie réforme courageuse serait de passer du jour au lendemain de 58 à 45 dans un premier temps, puis à 35 très rapidement. Oui, la vraie réforme courageuse, voilà, ce serait de dire l'État... un retour des riches en France, un retour de l'investissement. L'État se désengage. On ne peut faire une baisse d'impôts que si on va vers un désengagement de l'État. On dit, quelles sont les fonctions régaliennes de l'État? Quels sont les secteurs dont on doit réellement bien s'occuper. On les connaît, on est tous d'accord, la police, l'armée, la justice. Et après, on est là. Mais tout ça, ça fait des mécontents. Tout ça, ça va faire des fonctionnaires pas au chômage. Peut-être pas, parce qu'ils trouveront peut-être de meilleurs emplois dans le privé grâce au développement économique. Peut-être pas. Peut-être pas, mais ça fera beaucoup de mécontents. Il y en aura certainement, mais ça fera peut-être aussi des heureux. Voilà, mais oui, parce que moi, je suis persuadé que quand on fait un boulot inutile, on devient dépressif. Et quelquefois, je me dis, quand on regarde qui il y a de l'autre côté du guichet, l'être qui est de l'autre côté du guichet sait qu'il fait un travail inutile. Il le sait. Oui, il le sait. Il n'en est pas spécialement content. Mais vous entendez toujours la même phrase, mais maintenant j'ai 40 ans, puis j'ai ma famille, puis j'ai mon crédit, donc maintenant je vais terminer c'est comme humain, ça. Voilà. Mais donc effectivement, la fiscalité ne peut pas être prise comme ça. Je pense que c'est tout qu'il faut revoir. C'est un changement de mentalité, c'est de se dire l'État c'est bien, c'est sûr que le zéro État, l'anarchie n'est pas concevable. Mais il faut remettre l'État à sa place, il faut que l'État se désengage, et donc il faut que les impôts baissent après, voilà. Et vous savez que même les libertariens vous rétorqueraient que dans le zéro État et dans l'anarchie, il y aurait forcément une organisation qui renaîtrait à partir de groupes d'individus qui se rassembleraient entre eux. Oui, alors ça c'est le côté libertarien avec la police privée, etc. Oui, mais c'est un groupe d'individus qui s'organiseraient. En petite communauté. C'est pas le sujet. La fabrique de pauvres, l'actualité vous donne raison, Simone Wappler, avec encore ces derniers chiffres qui sont sortis sur l'augmentation incroyable du nombre d'exilés fiscaux. C'est plusieurs milliers chaque année qui partent, notamment en Belgique, dans toutes les destinations
que l'on connaît. C'est-à-dire qu'on est confronté à un double phénomène. D'abord, il y a cette fabrique de pauvres, et en même temps, ceux qui pourraient encore soutenir financièrement s'en vont. Oui, alors ça, je dirais qu'il y a les riches qui sont médiatisés, etc. C'est dommage. Eux, on peut les tracer. Et puis, alors, vous avez une cohorte qui est beaucoup plus inquiétante, qui sont les jeunes diplômés. Alors ça, c'est double peine. Parce Quel conseil donner à son enfant ? Voilà. Alors ça, le jeune diplômé, c'est double peine. Parce que finalement, s'il est passé par la fac, en tous les cas, il est passé par le primaire et le secondaire. Donc, les Français ont payé. Et puis finalement, il arrive sur le marché du travail, il s'aperçoit qu'avec un bac plus 5 très honorable, je ne parle pas de diplômes qui vous conduisent directement à Pôle emploi, je parle de diplôme utile, il s'aperçoit qu'on lui propose des stages, et puis finalement, il a une offre à l'étranger, et puis il y va, il voit, et il ne rentre pas, il n'a pas l'intention de rentrer. C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas un expatrié pour une petite durée qui va revenir. Donc, c'est double peine. C'est-à-dire que les Français ont payé collectivement pour former quelqu'un qui va aller enrichir un autre pays. Alors, vous avez des diplômés, vous avez des moins diplômés. Bon, moi, il se trouve que j'appartiens à un groupe d'édition où on a des bureaux un peu partout dans le monde. Si vous allez à Londres, dans la City... si vous parlez français, vous avez une personne sur 3 qui parle français, mais ça peut être aussi celui qui vous sert au pub. Bon, lui, il s'est dit que finalement, il gagnait mieux sa vie à Londres que dans un bistrot à Paris. Oui, mais ils sont à mettre sur le même plan que les diplômés, parce qu'en réalité, c'est des forces courageuses. Voilà, finalement. exactement. Ceux qui ont envie de travailler, de l'initiative, comme ils sont étouffés en France, ils vont à l'étranger. Donc, c'est vraiment double peine. Parce que celui qui sert dans un pub, dans 10 ans, vous le retrouverez, il aura gravi les échelons. Il aura un bistrot quelque part. Il aura peut-être je sais pas. Voilà, donc, en réalité, c'est tous ceux qui ont envie d'entreprendre. Et cela, et ça, c'est triste et c'est dommage. Mais c'est vrai que si vous êtes parent, vous ne pouvez que conseiller à un jeune qui termine ses études d'aller voir à l'étranger. Si on l'aime, oui. Voilà. Si on l'aime, oui. J'ai regardé sur les forums quand tous ces chiffres sortent, l'exil fiscal, etc. Vous avez encore, et y compris dans des forums de journaux dits de droite comme de journaux dits de gauche, il y a toujours, évidemment la proportion n'est pas la même, mais il y a toujours un fond pour dire qu'ils s'en aillent et qu'on leur supprime leur carte vitale parce qu'ils seront bien contents de venir se faire soigner à la première grippe en France. On n'a pas besoin d'eux, faut les chasser, c'est un scandale, c'est une honte. Il y a toujours ce côté on voudrait mais on ne peut pas. Oui, on voudrait leur taper dessus, quoi. On voudrait leur envoyer un drone avec un missile. En France, il y a quelque chose que je trouve très étonnant, c'est-à-dire qu'il y a un principe assez populaire qui est que le riche, pour être riche, il a volé son argent. À des pauvres, d'ailleurs, de préférence. Ça, c'est vrai si la loi est mal faite. Mais si la loi est bien faite, le riche, il n'a pas volé son argent. Je veux dire, on parle de redistribution, mais il y a il y a des inégalités injustes et il y a des inégalités justes. À talent égal, celui qui bosse le plus gagne. Ça me paraît évident. Le riche n'a pas nécessairement volé son argent. Le riche a un talent, le riche a su faire quelque chose. Bon, donc ça, c'est le premier point. Le riche n'est pas forcément coupable d'avoir volé de l'argent à un pauvre ou à quelqu'un. Et puis alors, il y a le mythe du système de santé français qui nous coûte horriblement cher. Enfin, il faut ouvrir les yeux, il faut aller ailleurs, je veux dire dans des pays civilisés, enfin l'Allemagne, la Belgique, même les pays d'Europe du Nord, vous voyez pas des gens en train de mourir, agonisant à chaque coin de rue, ça se saurait. Bon, donc ces gens-là ont un système de santé, ils ont un système de santé performant, qui nous coûte beaucoup moins cher que le nôtre. Pourquoi ? Parce que nous, on a un système de santé qui est du domaine de l'assurance et qui est un monopole d'État. Donc, on a les deux mauvais côtés des systèmes de santé, c'est-à-dire qu'on parle de l'assurance, donc ça coûte cher,
Et c'est un monopole d'État, donc il n'y a aucune concurrence. Parce qu'en fait, en gros, il y a deux sortes de systèmes de santé. Il y a des systèmes de santé donc dits issus de l'assurance, qui est le système germanique, c'est-à-dire que... comme pour l'automobile ou pour voilà, l'habitation. comme pour l'automobile. Voilà. Et puis, il y a des systèmes de santé dits beaucoup plus sociaux qui sont comme l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a un minimum pour tout le monde. La base. La base, un socle minimum pour tout le monde et qui doit être... comme pour l'assurance automobile, quoi. L'assurance routière. Pas tout à fait, c'est donné à tout le monde. Non, mais enfin, je veux dire, le socle. Voilà, c'est un petit socle donné à tout le monde. Et puis après, les gens, on va greffer un système complémentaire là-dessus. Et nous, en fait, on a créé, comme d'habitude, un bâtard avec le pire des deux systèmes, et puis un monopole d'État qui vient se rajouter là-dessus. Et le dernier scandale à venir, c'est-à-dire que la mutuelle, qui est... je veux dire, il faut se pencher un peu sur les comptes des mutuelles de santé et vous découvrirez vraiment ce que c'est que le capitalisme de copinage, les scandales, pourquoi des mutuelles. Alors, des mutuelles, elles sont censées ne pas faire de bénéfices, donc elles s'achètent des châteaux dans le Bordelais. Que la mutuelle est là de plus en plus pour capter ce que la sécurité sociale ne peut plus rembourser. Donc on va aller forcément vers une privatisation de la sécurité sociale. Une mauvaise privatisation en plus. On va y aller. Sans concurrence véritable, etc. Avec l'obligation. Mais ça, c'est un autre sujet. Et on en parle souvent avec Claude Reichmann. Mais la question de fond, c'est, Simone Wappler, quand vous évoquiez cette fuite, etc., comment transformer la jalousie en envie? Parce que c'est finalement toute la différence. Quand vous regardez les fortunes faites par les footballeurs ou par les artistes, les gens ne sont pas jaloux. Les gens ont envie. Oui, ou quand même les le gens loto. apprennent même que Jean-Jacques Goldman est milliardaire, les gens se disent « Mais qu'est-ce que j'aurais envie de savoir composer et faire des chansons comme Jean-Jacques Goldman ?» Donc ça veut dire qu'ils ont déjà cette démarche. Qu'est-ce que j'aurais aimé, qu'est-ce que j'ai envie de savoir jouer au foot, d'être aussi bon au foot que Zidane. Mais quand on parle d'un entrepreneur, alors là, il n'y a plus d'envie. Il y a de la jalousie. Est-ce finalement la méconnaissance économique? Alors oui, moi, la culture je pense économique que là, on est dans la jalousie et pas dans l'envie. On reboucle sur l'éducation nationale, on reboucle sur l'économie. Je crois qu'il faut... moi, je l'ai fait pour écrire mon livre. Donc, je me suis replongé dans les programmes économiques de terminale ES, S et même littéraire, première et terminale. C'est accablant. Enfin, c'est hallucinant. Ça a été écrit. Je ne sais pas. En fait, je pense que les gens du Mammouth là qui ont écrit ça n'ont jamais vu une entreprise. Enfin, c'est... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. De toute façon, l'entreprise n'est pas présente déjà. C'est toujours l'État. Voilà. C'est le capitalisme, c'est mal. On doit surtout vite consommer. Alors, il y a qu'une seule théorie économique, c'est le keynésianisme, c'est-à-dire que plus on consomme, plus on est riche. Enfin, tout est à l'envers. Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait quand même que les gens qui écrivent des manuels d'ailleurs, ça s'appelle sciences économiques et sociales chez nous. Hein. Je pense qu'il faudrait que les gens qui écrivent ces manuels fassent d'urgence des stages dans des entreprises grandes, moyennes, petites, chez des artisans, etc. Il y a un point important dans votre livre, La fabrique de pauvres, de Simone Wappler, qui est publié chez Excel Éditions. C'est le point d'ailleurs qui vous distingue le plus, c'est le côté guide pratique un peu à la fin de l'ouvrage. Il y a beaucoup de livres de théorie économique qui sortent, de livres d'opinion aussi, il y a aussi cela. Mais à la fin, c'est le guide pratique, quoi. Que faire de votre argent? Je vais vous aider, je vais vous conseiller. Ça, c'est le côté qu'on connaît le plus chez vous, pour ceux qui vous suivent. Oui, parce que je pense que la politique, je pense que très honnêtement, pour être homme politique, il faut être un peu fou. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'on sait mieux que les autres ce qui est bien pour eux. Ça me paraît... Ce n'est pas ma démarche, voilà. Ouais. Donc je pense que l'analyse politique ou économique n'est utile que si vous en concluez, vous en tirez un mode de vie pratique. Parce que sinon, pourquoi vous allez lire un bouquin finalement?
Donc c'est vrai que c'est un peu ma démarche et c'est un peu différent du pamphlet où on termine le pamphlet et puis il n'y a pas le côté action. Donc j'essaye de rajouter un petit côté action, avec de l'expérience le plus possible. Oui, puisque vous éditez une lettre. Voilà, et même non, mais en ce qui concerne les jeunes, les métiers, c'est vrai que choisir comme métier, aujourd'hui on vit dans un monde, qu'on le veuille ou non, mondialisé. Ceux qui rouspètent contre la mondialisation, ils sont contents d'acheter leur barbecue fait en Chine à 15 €, ou leur réfrigérateur à 135 €. Donc, parce que ça, c'est le bon côté de la mondialisation. Puis il y a aussi le mauvais côté de la mondialisation, c'est qu'on n'a pas du tout le monopole de l'intelligence. Il y a plein de gens qui sont largement aussi intelligents que nous et largement aussi éduqués et qu'on est en concurrence directe avec ces gens-là. Donc on voit la différence. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour les jeunes aujourd'hui, où tenter sa chance, comment, dans quel secteur, quel métier, ce sont des questions. J'ai lu avec attention tout ce que vous préconisez. Il y a beaucoup de bon sens. Il faut dire les choses franchement. D'abord, on voit que vous connaissez bien votre sujet, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a du bon sens. Vous nous ramenez sur des routes de bon sens. Ne pas aller vers des métiers qui n'existeront plus. Voilà, il y a plein de choses. Oui, c'est parce que c'est vrai que la robotisation, par exemple, aujourd'hui menace la classe moyenne parce que aujourd'hui les robots peuvent pratiquer des tâches intelligentes, assez reproductives mais intelligentes. Et ça, en fait, c'était l'apanage de la classe moyenne. Donc, oui, j'ai vu par exemple un robot en ce moment, un robot barman à Londres. Voilà, ils essayaient un robot qui va servir les cocktails, qui va faire automatiquement les cocktails. Bon, oui, d'accord, peut-être qu'il va faire les cocktails très bien dosés, on appuiera sur son bouton. Mais est-ce que ça remplacera quand même jamais le barman en face avec qui on peut dire bonjour Pierre, comment ça va oui, alors non, mais effectivement, il y aura toujours pareil. Dans un monde civilisé, il y aura toujours les rapports que chacun a, et puis finalement, on n'ira pas dans le pub où il y a que des robots et un type un peu revêche, et puis on ira voir le barman. Mais vous voyez qu'on n'est pas dans des métiers nobles là. Tandis qu'on pourrait, aujourd'hui, la technologie pourrait très bien faire des avions sans pilote. Là, c'est un métier noble, voilà. Voilà, alors là, on va dire pilote de ligne, mais non, les pilotes, ils ne font plus leur atterrissage ni leur décollage, j'allais dire heureusement, parce que finalement, on a gagné en fiabilité, parce que le plus souvent, hélas, tristement, l'erreur était humaine. Donc, ils ont un métier de plus en plus répétitif, intelligent certes, mais répétitif, et on sait très bien qu'on pourrait avoir des avions sans pilote. La seule restriction, en fait, c'est la réaction des passagers à l'idée d'embarquer dans quelque chose qui soit sans pilote et pas sur rail. Mais voilà, donc effectivement, par contre, de tous les métiers où il faut du contact, il faut un peu de chaleur humaine, etc. Je pense qu'il y aura toujours des vendeurs de voitures. Voilà, oui. Je sais pas. Oui, mais on ne sait pas quels sont les métiers nobles de demain, quoi, finalement. Oui, non. Et ce qu'il faut, c'est avoir un socle de connaissances qui vous permettent de flairer, d'anticiper, de s'adapter, d'être mobile et de vous adapter. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient assez souvent, surtout ce conseil pour les parents qui peuvent nous écouter, ou pour les grands-parents surtout qui peuvent nous écouter, partez à l'étranger. Voilà, c'est le conseil à donner aux petits-enfants ou aux enfants, d'avoir ces quelques années quand même, ne pas y rester, évidemment. Oui, ne pas forcément y rester, mais au moins voir ce qui se passe. Revenez, vous aurez une toute autre vision de ce qu'est la France. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et on se rendra compte d'ailleurs des atouts de la France, parce qu'on a quand même des atouts énormes. Mais on a aussi des défauts. Et si on a des jeunes qui ont vu ce qui se passe ailleurs, qui ont vu les bienfaits de l'initiative, etc., il est sûr, et si jamais la France... si encore une fois, si le secteur privé reprend la main en France, on aura un pays formidable. On a le plus beau, oui. Simone Wappler, il y a quelques mois, je vous avais interviewé, j'avais reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui vous reprochait de pousser aux gens à partir, c'est encore la doctrine libérale, etc. Je tiens à dire que d'abord, Simone Wappler, vous travaillez en France,
Vous êtes résidente Oui, secondaire pour en le France. moment. Vous passez Pour le moment encore. vos vacances en France. Oui. Donc vous êtes une amoureuse de notre pays. Et c'est pour ça que vous vous battez pour qu'il change. Oui, mais c'est vrai que je Vous vivez résiste en de l'intérieur. Si je Oui, mais dire. c'est ça la résistance aussi. Oui. Hein, voilà, on n'est pas... Oui. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que vous aimez la France, vous travaillez en France et vous passez vos vacances en France. Oui, et Puisque vous êtes résidente j'ajoute secondaire à la Baule. Voilà, et j'ajoute que je pourrais très bien, avec les moyens d'aujourd'hui, ne pas travailler en France. Être dans une belle avenue bruxelloise oui, avec une connexion Internet. qui fonctionne tout aussi bien en Belgique ou qu'en à France. Londres, Oui. ou n'importe où, ou même, je sais pas, au Portugal, C'est en plus Amérique du agréable. Sud. Voilà, ou- voilà, ouais. Voilà. Mais donc, et pour ceux qui la doctrine libérale, je pense que dans libéral, on entend liberté, c'est fondamental. Je pense que le droit de la libre circulation des hommes et de leur possession, c'est un droit fondamental. Il faut que les gens se rendent compte. Alors, l'Europe a beaucoup de défauts, d'énormes défauts. On les voit là en ce moment avec la Grèce, etc. Les tensions vont aller en montant. Mais le fait que dans n'importe quel pays d'Europe, un autre Européen puisse s'installer, s'établir, peu importe que ce soit le plombier polonais, ça peut être le plombier polonais, mais ça peut être l'artiste français ou voilà, où il veut, je trouve que ça extraordinaire. Fameuse directive Bolkestein. Qui avait Voilà, fait beaucoup, c'est un atout extraordinaire. pauvre monsieur Bolkestein qui s'était fait beaucoup taper dessus alors qu'il avait expliqué qu'il allait vraiment dans le sens que vous disiez, il n'avait pas du tout l'intention de faire du dumping social, mais toutes ces explications que j'avais entendues un jour qui m'avaient bluffé parce qu'il le faisait il était francophone, il est francophone, il passe même ses vacances en France dans un français mais impeccable, qui n'a rien à voir avec le français de ceux qui sont parfois nés en France, qui ont vécu 15 ans et qui sortent du circuit de l'éducation nationale. Il n'avait aucun accent, Oui. Monsieur Bolkestein, et il avait expliqué ce que vous dites, qu'il ne s'agissait pas du tout de faire du dumping social, loin de là, à travers cette directive. Mais parfois, on ne peut rien faire contre le poids de la vague. Oui. Oui. Et puis, il faut voir que ce qu'on appelle le dumping social, encore une fois, c'est... les charges sociales sont très Bien élevées sûr. en France. Bon, mais dans ces charges sociales, on paie le poids accablant de l'État, on paie le poids de notre mauvaise gestion de l'assurance maladie, malgré le rappel les nombreux rappels des directives européennes, etc., etc. Enfin, une dernière question. On a beaucoup de retraités quand même aussi. On l'observe ici, par exemple, sur la presqu'île. C'est ma dernière question, chère Simone Wappler. Que pensez-vous de ce phénomène de 6 mois au Portugal, 6 mois en Espagne, 6 mois ici, 6 mois au Maroc, enfin, les 3 destinations Ah oui, les destinations croise beaucoup, phares voilà. des On retraités. en croise de plus en plus de gens qui sont au mois de septembre. Oui, mais le mois prochain, je repars parce que je vais vivre 6 mois à Marrakech ou au Portugal. Je crois qu'effectivement, c'est un moyen pour les retraités de regagner du pouvoir d'achat, parce qu'en fait, quand on vit une période de grand bouleversement, les gens les plus vulnérables, ce ne sont pas finalement ceux qui ont le moins, ceux qui sont en situation de précarité, oui. C'est ceux qui sont en classe moyenne supérieure et qui dépendent d'une rente. Parce qu'ils ont... Ceux qu'on peut venir prendre, ceux qu'on peut venir taxer aussi. Voilà, donc ceux-là... Un policier un jour m'a expliqué que de toute façon, au Carrefour, ils avaient des ordres d'arrêter et de contrôler pas ceux dont ils sentaient qu'ils ne pourraient pas payer. Oui. Voilà. Donc, en fait, voilà. C'est-à-dire que quand on vous arrête, Simone Wappler, on va essayer de trouver quelque chose. Si vous avez oublié de changer le phare, la ceinture, etc., parce qu'on se doute que vous pourrez payer. Et si vous êtes dans une voiture et on sent que la personne ne pourra jamais payer, on l'arrête pas, on laisse passer. Oui, alors on n'est plus dans la justice. Et une parenthèse, avec ça, on n'est plus du tout, ni même dans la justice, ni même dans la police, parce que ça m'est arrivé une fois, bon, ça a failli très mal se terminer, mais on m'avait arrêté parce que j'avais une ampoule qui ne marchait pas, donc il fallait payer une amende parce que j'avais une ampoule qui ne marchait pas, et donc... J'ai dit que j'allais payer l'amende et puis après on me fait repartir, mais je dis mais pourquoi vous me faites payer une amende, parce que c'est dangereux, parce que vous avez une ampoule qui ne marche pas, et je lui dis et alors je paye mais je peux repartir, donc le fait que j'ai payé c'est plus dangereux.
Bon, et là, j'ai senti que j'avais été un peu loin. Mais c'était pour montrer l'absurdité du système. Oui, mais là, je crois que c'est trop complexe. La conversation, on peut mieux comprendre. Donc, il vaut mieux pas, là. Il vaut mieux pas. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toute une classe qui, si jamais un jour il faut équilibrer le budget de l'État sans grande réforme, va être en première ligne, c'est effectivement la classe des retraités. Qui sont des rentiers, et qu'ils veuillent retrouver du pouvoir d'achat à l'étranger tant qu'ils le peuvent, finalement, c'est leur intérêt. Donc voilà, je n'y trouve rien à redire. Encore une fois, si l'État... pour qu'un État existe de façon harmonieuse, il faut qu'il y ait une volonté de vivre ensemble. Et pour qu'il y ait une volonté de vivre ensemble, il ne faut pas dégoûter les gens de vivre ensemble. Voilà. Et vous partagez cette petite phrase qui est souvent entendue, s'il y a des paradis fiscaux sur Terre, c'est qu'il y a aussi des enfers fiscaux. Oui, absolument. Voilà. Oui, voilà. Donc, ça résume oui, tout, oui, voilà. oui. Je veux dire, la fiscalité... la fiscalité forcenée telle qu'on la vit en France est insupportable. Et quand on voit qu'on veut faire, en ce moment, nous militons beaucoup parce qu'il y a quelque chose de très sournois, très important qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on veut supprimer le cash, le paiement en espèces. Oui. C'est une dérive liberticide extrêmement grave dont ne se rendent pas du tout compte les gens, parce que ça veut dire que on veut vous faire aller vers un monde où toute transaction devra dépendre d'une banque, déjà, et où toute transaction sera connue et approuvée de l'État. Le cash, il faut bien se rendre compte que, de toute façon, en valeur, c'est très peu de choses. Je crois que c'est 5 à 15% des échanges commerciaux en valeur. Donc, c'est très peu de choses. C'est une liberté qui reste. Un enfant va s'acheter des bonbons avec la pièce que vous lui donnez, etc. C'est une liberté qu'on veut supprimer en France, alors à coup de petites mesures où les gens ne font pas attention. Alors, c'était 3 000 euros. Maintenant, c'est 1 000 euros le paiement maximum. Etc. On veut pousser les commerçants à avoir des cartes. Bon, ça, c'est... Encore une fois, c'est très important. On est en train de toucher à une liberté fondamentale qui est vous pouvez avoir le droit d'échanger d'individu à individu, d'être humain à être humain, sans que l'État s'en mêle et sans qu'une banque s'en mêle. Donc ça, c'est un combat. Hein. Ça, c'est un vrai combat. Et je pense que c'est très important. Alors, certains pays le mènent aussi parce qu'ils se sont rendus compte de cette dérive. En plus... Donc ça veut dire que vous incitez ceux qui nous écoutent à résister, à payer en cash quand ils le peuvent, etc. Ça n'a rien d'autre. Ce n'est pas du tout incommode. Alors, ceux qui veulent supprimer le cash, évidemment, c'est pour lutter contre la criminalité, c'est extraordinaire, et la fraude fiscale, c'est fabuleux. Je ne pense pas que M. Cahuzac se trimballait avec des valises de cash, vous voyez. La vraie fraude fiscale, elle se fait avec des systèmes d'ingénierie financière sophistiqués, des sociétés écrans, etc., etc. Oui, le cash, c'est un peu de respiration, c'est un peu de liberté. Oui, c'est votre liberté aussi de confidentialité. Si vous n'êtes pas content de votre banque. Si vous n'êtes pas content de votre banque. Enfin, demain, attendez, les banques grecques, elles ont été fermées pendant 3 semaines, 4 semaines. Avec des retraits limités. Avec des retraits limités, si je ne m'abuse. Voilà. Vous vous rendez compte, si on vivait dans une société sans cash, ils auraient vécu comment, les Grecs ? Oui. Vous voyez ? Par exemple. Bon, et puis, quand vous n'avez pas confiance dans votre banque, quand vous voyez que la situation se dégrade, vous sortez votre cash et vous savez que vous pouvez vivre avec. Donc c'est une forme de maintien de son autonomie finalement. C'est une forme de maintien de son indépendance, légalement de sa liberté. Son cash. Voilà, c'est-à-dire que si dans la semaine vous dépensez 300 € et que vous faites toujours des cartes bancaires avec 30 €, 20 €, 25 €, vous sortez vos 300 € et vous les dépensez, voilà, pour acheter votre pain, pour acheter. Oui, exactement. Et puis, bon, pour le moment, on n'est pas dans une période d'inflation. C'est pas dit qu'on ne termine pas par cette crise, effectivement, parce qu'on a quand même une crise financière qui n'est pas résolue, surtout en France. C'est-à-dire que en France, voilà. Donc. Les dettes augmentent dans le monde et le rythme de croissance, c'est-à-dire le stock, le flux que gagnent les gens pour rembourser ces dettes, lui, n'augmente pas du tout et beaucoup moins vite n'augmente pas du tout, augmente très peu et surtout beaucoup moins vite
que ce que progresse l'endettement. Donc un jour, il faudra quand même rapprocher l'épargne et la dette. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais donc, lorsque vous vivez en période d'inflation, parce que c'est ça, en fait, la méthode pour dissoudre la dette des États, vous en apercevez beaucoup mieux avec du cash que si vous faites une carte bancaire. Vous dites rapprocher l'épargne et la dette, ça veut dire en clair, pour ceux qui n'auraient pas compris, il faudra apurer les comptes. On va confisquer l'épargne. Oui, à un moment, il faudra bien apurer les comptes. Hein. Donc, il y a bien un moment où il faudra taper dans l'épargne parce que c'est pas possible. Et on va voir ce qui va se passer en Grèce. Enfin, ça... Alors, il va y avoir des grincements dedans, dites-vous, Simone Wappler. Je voulais finir, et pourtant là, vous m'incitez, là, c'est très très important ce que vous dites. Il y a beaucoup de gens actuellement qui ont un stock d'épargne avec des assurances vie, etc. Oui. Ils ont leur stock, et parallèlement, ils font des investissements, et comme les taux de crédit sont très très bas, ils prennent des crédits sur des logements qu'ils achètent pour les relouer. En nantissant. Voilà. Oui. À crédit. Le jour où on va leur confisquer une partie de cette épargne pour rembourser la dette, ils vont toujours avoir cette masse de crédit. Ce sont ceux-là quand même qui vont être les plus. Alors, s'ils ont des taux fixes, non, je parle pas des crédits, ils vont continuer. Oui. On va est-ce qu'il vaut mieux pas reprendre déjà de son épargne et se désendetter? Je pense qu'il vaut mieux se désendetter. Voilà. Et je pense que tous ceux qui peuvent se désendetter ont intérêt à le faire, puisqu'on va, avant d'arriver en période d'inflation, on va quand même vivre une période de déflation, hein, c'est-à-dire qu'on va remettre des étiquettes sur des prix. Donc, on le voit avec la baisse de l'immobilier. L'important n'est pas d'avoir beaucoup d'épargne, mais de ne pas avoir de dette. C'est ça le concept. L'important, voilà, et de ne pas avoir de dette, je pense, dans la période qui va s'ouvrir. D'être le plus libre, si j'ose dire, possible. Et j'insiste parce que le danger des contrats d'assurance vie qu'aiment tant les Français, c'est qu'on a vécu une période dorée qui est en train de se terminer, c'est-à-dire que le refinancement de la dette ne posait jamais de problème puisque les taux baissaient. Donc je me suis endetté à 7%, j'ai un problème pour rembourser le jour où ça vient à échéance, mais je reprends un emprunt et il ne me coûte que du 5%, on voit tout de suite qu'on est dans une bonne spirale. Là, on va attaquer la spirale inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va falloir se refinancer, les taux, si on est obligé de le faire, les taux vont monter. Alors, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les États. Maintenant, aujourd'hui, celui qui a un contrat d'assurance vie qui lui rapporte du 2,5%, si les taux remontent à 5%, qu'est-ce qu'il voudra faire? Il voudra en sortir. Que dira l'assureur? L'assureur, il dépend du capitalisme de copinage, donc il dira pousse monsieur l'État, monsieur la force publique, là on veut sortir de mes contrats, je suis en danger, donc il faut fermer les portes. Les gens n'auront plus le droit de sortir de leur contrat. Il faut y penser. Bon, pour le moment, on n'en est pas encore là. Voilà, mais ça peut venir. On n'en est pas encore là, mais je pense qu'à 3% de taux d'emprunt à 10 ans de la France, il faudra vraiment se poser des questions sur l'assurance vie en euros. Voilà, je voulais finir cet entretien un peu plus tôt, mais j'ai rebondi parce que ce sont des informations capitales qui viennent, importantes. Voilà, Simone Wappler. Merci. Merci d'avoir consacré Yannick, pendant votre séjour ce passage pour parler de La Fabrique de pauvres qui est publié chez Excel Éditions. Comment ne pas vous faire prendre dans l'engrenage, un livre qui est sorti il y a quelques mois, au début de l'année, par Simone Wappler. Toujours d'actualité, vous revenez sur la manière dont on fabrique des pauvres en France, et puis après quelques conseils pratiques. Comment faire pour ne pas voir son argent spolié ou ne pas tomber dans la pauvreté. Merci Simone Wappler. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, Yannick, c'est toujours très agréable.